En 1960, on disait que l'armée était plus qu'un corps de fonctionnaires, un microcosme assez exact de la population congolaise. C'était UGEC, un premier mouvement d'étudiants congolais qui s'est réuni pour faire l'état des lieux du Congo au sortir de l'indépendance. Pourquoi avoir écrit sur l'armée? Parce que je me suis rendu compte que dans les pays en quête de stabilité ou de stabilisation politique, le rôle de l'armée dans la construction de la nation est central et c'est l'armée qui doit être le symbole et le garant de l'unité nationale. Donc, cela m'a poussé d'aller faire des recherches, d'aller étudier pour comprendre l'armée ça vient d'où, l'État ça vient d'où. Et vous vous rendez compte qu'il y a des pays, j'ai cité l'Israël, la Turquie, l'Égypte, le Ghana, s'ils ont connu une certaine modernité ou une certaine stabilité, c'est au départ de l'armée. Tous les chefs, tous les premiers ministres juifs sont quasiment des généraux, par exemple. La Turquie, avec Atatürk, qui est considéré le père de la modernité turque, c'est quelqu'un qui n'a jamais été contesté. On peut même aller en France avec le général de Gaulle. Le plus près de nous au Congo, il y a eu Géry Onyx. Et on a vu que certains chercheurs sont parvenus, dans leurs études, à démontrer que l'État, surtout ici en Europe occidentale, sous sa forme d'État-nation, c'est une émanation de l'armée. C'est les premières formes des armées fin XVIe siècle, début XVIIe siècle, qui ont permis aux États-nations de pouvoir se construire. C'est sur le modèle de l'armée, au point que le professeur d'histoire français, dans un ouvrage sur l'histoire militaire française, a dit « l'armée est bien cette accoucheuse de l'État ». Or, nous savons bien que c'est l'État qui est cette entité qui permet à une société de vivre, de réguler la vie sociale et d'atteindre un certain bien-être. Comment cet État peut-il fonctionner dès lors que cet État ne dispose pas d'une armée? Et ça, vous pouvez ne pas suivre le reste de mon message aujourd'hui, mais surtout pour nos amis congolais, mon message est que quand on parle de l'État, pensez d'abord à l'armée. Parce que l'armée, c'est la chape de l'État. Tous les pays d'Europe occidentale se sont construits autour de l'armée. Il n'y a pas de raison que chez nous, cela ne soit pas présent. Charles Tilly qui a dit « l'État fait la guerre et la guerre fait l'État ». Et Mirabeau, le poète, l'écrivain, le diplomate, parlant de la Prusse qui était le modèle le plus élaboré des États-nations du XVIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle, il a dit « la Prusse n'est pas un État qui possède une armée, mais c'est une armée qui a contre une nation ». L'ouvrage, plus de 400 pages, 2 parties. La première partie, c'est la radioscopie de la force publique au FRDC. Et la deuxième partie, c'est enjeux et défis de la refondation d'une armée nationale républicaine. Pourquoi avoir fait une radioscopie de la force publique au FRDC? C'est parce que je me suis rendu compte que, en lisant toute l'histoire de notre armée, depuis son existence, en 1885, c'est vrai qu'il y avait des tentatives bien avant avec Stanley qui avait des troupes, mais dès que la première force publique de manière légale est instituée par le roi Léopold II, jusqu'à présent, j'ai constaté qu'il y avait des éléments communs dans toutes ces armées. Et il y avait une caractéristique que j'appelle synoptique. Et ces éléments, je les ai, comment je peux dire, isolés
en 4 points. Perversion, intraversion, interversion et subversion. C'est-à-dire d'une vue panoptique, comme dans une prison, quand on voit ces armées, c'est les 4 points qui reviennent constamment depuis la force publique jusqu'au RDC. Perversion, ça dit ce que ça veut dire. Intraversion, c'est une notion tirée de la psychologie, de la psychanalyse. Et vous verrez que trop souvent, j'ai fait référence à la médecine, radioscopie. Radioscopie, c'est pour arpenter l'intérieur d'un corps, prendre des trucs clichés, comprendre pourquoi ça ne va pas. Et intraversion, c'est un terme qui me touche parce que c'est pas la même chose que l'introversion. On peut être introverti tout en vivant une vie normale. Mais une personne introvertie, non seulement elle est introvertie, mais c'est une personne qui se tourne du réel, donc qui vit dans son imaginaire. Et vous verrez que le symbole d'une armée, le rôle d'une armée, c'est défendre les territoires nationaux contre l'agression extérieure. Et presque toutes les armées qui se sont succédées au Congo avaient comme caractéristique de plutôt se retourner vers les populations. Et puis il y a l'interversion, la force publique par exemple, j'y arriverai, où il y a une cacophonie entre le rôle de l'armée et de la police. Tantôt une armée devient la police devient l'armée, et la subversion, ça était constant depuis la force publique jusqu'à présent. Subversion, c'est tout ce qui est indiscipline, rébellion, mutinerie et pillage, j'en passe. Radioscopie de la force publique. Armée d'oppression, d'occupation et d'exploitation. Pourquoi? Pour le simple fait que c'était l'armée au service du pouvoir occupant qui était le colonisateur. Et le colonisateur était là pour l'occupation et l'exploitation du Congo. Dès la force publique, il y avait déjà des fléaux, la corruption, il y avait les problèmes d'indiscipline, bien en amont même parce que Stanley a dû faire face à beaucoup de problèmes d'indiscipline, et des mutineries. On peut citer la mutinerie de 1895 de Louarou, 2 années plus tard avec la colonne d'Anis pour aller vers le Nil, la mutinerie des Batétela, et ainsi de suite jusqu'à la mutinerie des Chikansaka, 1944 encore de Louarou. Et paradoxalement, et c'est ça que vraiment je demande aux mes compatriotes congolais, nous devons avoir le sens de l'histoire. Et dans cet ouvrage, j'ai essayé par moment de faire des analyses comparatives entre le passé et le présent. Et le problème auquel le Congo est confronté aujourd'hui, ont parfois trouvé des solutions bien avant. Notamment les problèmes liés aux troubles ethniques. Qu'est-ce qu'on a constaté après les mutineries? Surtout les 2 premiers, c'était généralement les Batétela. Je suis Motétela. Et à ce moment, on a pris un décret pour dire que plus jamais on pourrait avoir des unités qui pourraient comprendre plus de 25% des ressortissants d'une ethnie. Nous avons dans nos archives, il faut aller voir, et aujourd'hui nous avons des régiments entiers à base monoethnique, alors qu'il suffit d'aller voir ce qui a été fait sur la force publique. Pourquoi une armée d'occupation, d'exploitation ou d'intraversion? Parce que la force publique, c'était le loyalisme au roi et à ses représentants. Il y a un bouclier contre la population, parce qu'on a connu la révolte des Bapende et tout, où il y a eu des épisodes des chicotes, films et consorts. Voilà ce qui a un peu caractérisé. Le but ici, ce n'est pas d'entrer en profondeur, mais j'explique un peu en détail certaines choses concernant la force publique. Puis vint l'ANC, une armée de militaires. Mimétisme de la force publique, pour la simple raison que l'africanisation des cadres et de l'armée n'a pas été préparée. Pourquoi? Peut-être que vous pouvez trouver quelques réponses dans mon livre ou dans le livre de David Van Reynsburg, un très bon livre que je conseille à chacun de lire. Congo et l'histoire, comme Guesquinis. Il apporte certains éléments intéressants par rapport à cette période. Mimétisme, parce que je pense que le général Moukoko, dans la partie qu'il a développée dans mon livre, a expliqué en détail même les problèmes auxquels ils sont confrontés. Eux, jeunes officiers sortis des corps militaires de la première
promotion avec les plus anciens. Et ils n'ont pas appris à commander, et le commandement, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain, c'est un art. On ne devient pas officier du jour au lendemain. Aujourd'hui, au Congo, vous avez des gens, oui, je connais quelqu'un 8 ans auparavant civil, aujourd'hui le colonel Ben. Et il m'écrit colonel Ben. Et quelqu'un même que j'ai aidé à rentrer au FAPC. Je pense que si on comprend que l'armée est cette charpente qui tient l'État, pourquoi laisser s'instaurer n'importe quoi? Aujourd'hui, en Europe occidentale, nous avons une crise financière. La Grèce, par exemple. Combien d'ONG sont allés là-bas pour aider la Grèce? On voit que les experts, les vrais experts se réunissent pour trouver des solutions par rapport à l'Europe. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est expert. Paradoxalement, si on compare avec 1960, on n'a pas connu tout ce nombre d'ONG. Entre 60 et 65, il y a eu quand même, on a mis fin aux autres. Ici, on a un nombre exponentiel d'ONG, d'experts et tout, mais la situation est chaotique. Avec un nombre plus élevé d'une mission de l'ONU. Donc, il faut se poser des questions. C'est pour cela que je voulais mettre l'accent sur le rôle de l'ONU. En 61, il y avait une résolution du 21 février 1961 qui a donné un mandat clair à l'ONU. L'organisation de c'était la mission de l'ONU à l'époque au Congo. Jean Monusco, une mission claire de former l'armée jusqu'à ce que l'armée soit formée. Or ici, on a connu la MONUC, j'ai fait aussi le parallélisme, pour observer, pas des mandats de formation comme tel, ou pour stabiliser. Peut-on stabiliser un territoire dès lors que ce territoire n'est pas pacifié ni sécurisé? N'est-ce pas prendre mettre la charrue avant le bœuf? C'est très important. Ce n'était pas une résolution idéale, mais on peut aujourd'hui, dans la quête de repositionnement ou de redéfinition du rôle de l'ONU au Congo, je pense que des éléments de 1960 peuvent nous donner beaucoup d'indications. Il y avait une certaine volonté politique marquée de nos côtés. Qu'on le veuille ou pas, il y avait une vision. Quand il y a eu ce problème entre 60 et 65, Mobutu a proposé des plans, même des plans de l'OTAN qui ont été refusés et revus dans un modèle assez light. Mais ici, si vous entendez les discours actuellement, on demande aux autres de proposer des choses pour nous. Mais nous n'en avons pas avec des plans pour proposer la situation, pour proposer la redéfinition ou la révision de la mission de l'ONU. Et cette période a connu la création des académies militaires, dont le Centre supérieur militaire. Le Centre supérieur militaire a vu former des officiers américains qui venaient faire leur cours d'école d'état-major, et grâce évidemment à la coopération technique militaire belge, en partie, tout comme l'école de formation des officiers du Canada. Et il y avait une certaine volonté politique de mettre sur pied une armée, ou l'embryon d'une armée. Et tout a été fait parce que dès au lendemain de l'indépendance, il y a eu au moins 380 personnes qui ont été envoyées être formées à l'étranger. Ils sont venus en 1963, parmi ces gens-là, il y a le général Mpogo et d'autres personnes. Et tout était là, sauf jusqu'à ce que plutôt Mobutu prend, je ne sais pas, l'idée de créer les forces armées zaïroises. Caractéristique de cette armée, c'est quoi? C'est vraiment la seule armée qui a tout conduit. Perversion, intraversion, interversion, subversion. Et je consacre beaucoup de temps à comprendre cette partie de l'histoire du Congo, parce que si nous connaissons le mot, nous pouvons proposer des pronostics pour pouvoir traiter ces mots. Mobutu le militaire, trop son pays militaire avec sa top de léopard, sa canne de léopard et son abaposte. Lisez, on apporte beaucoup d'éléments là-dessus.
Et dans cette partie, je fais quelques portraits aussi de certaines personnes qui ont fait la pluie et le beau temps de l'armée, toujours par ce souci de l'histoire, parce qu'on oublie, on entend souvent parler, beaucoup de gens ne connaissent pas qui est le général Mokoko. Beaucoup de gens ne connaissent pas qui est le général Mokoko, par exemple. Beaucoup de gens ont entendu parler des Mayele, beaucoup de gens ont entendu parler d'Nsindi, vous verrez leurs faits ou leurs méfaits d'armes. C'est dans le but de constituer aussi un petit lexique, de savoir qui a fait quoi dans cette armée. Et le coup de massue de cette armée, c'était deux événements, 1955 et 1958. Le coup monté-manqué et l'affaire Kaloumé, l'affaire des terroristes. Et pour moi, c'était le moment où je pense qu'il fallait oublier que le pays pourrait avoir un jour de l'armée. Pour la simple raison que rien que pour l'affaire Kaloumé des terroristes, il y a eu 752 militaires qui ont été logés dans la MRC avec des emplois, sans compter leurs collègues qui ont été exécutés par le coup d'État, on a créé un coup d'État, de faux coups d'État, juste pour éliminer les officiers. Et dans cette partie, j'aborde les origines de l'État actuel, la fin de la guerre froide, et surtout la déliquescence de l'armée congolaise, de l'État congolais, du système saïrois plutôt. Et là, j'ai essayé de chercher et j'ai isolé une formule qui est ma marque déposée. Sécurité égale anticipation plus efficacité plus discipline multipliée par la motivation. Anticipation, ce qui est arrivé en 96-97, on pouvait l'anticiper. Le contre-exemple que je donne, parce qu'aujourd'hui, dans les discours congolais, on a tendance à dire balkanisation, balkanisation. Si on reste avec ces discours de balkanisation du Congo, qu'aurait dit le pays comme le Rwanda, pendant que les Zaïre étaient forts, ils étaient aussi balkanisés par le Congo et l'Angola, qui était du côté communiste, mais qui a fait la bonne conversion, la bonne mutation pour se retrouver du bon côté. L'Angola a plus ou moins les mêmes ressources que le Congo, pour prendre balkaniser le Congo et pas l'Angola. Donc je dis l'Angola, c'est tout ça parce qu'il y a une certaine anticipation. L'anticipation, c'est le renseignement. L'anticipation, c'est la prévention. Et on n'a pas été suffisamment prévoyant pour voir les signes du temps. Et moi, en ce qui me concerne, ce qui arrive au Congo, par le passé, de la force publique d'ailleurs, absence d'anticipation, je voudrais faire revenir en arrière par rapport à la mutinerie. Le général Hyacinthe a été convoqué par le conseil local. Il a dit, si vous laissez ces situations, il y aura des mutineries. Il a utilisé la terminologie mutinerie, vous trouvez dans son livre. Les politiciens, on a vu ce qui s'est passé. Efficacité, être efficace. Les moyens, formation, expertise, savoir-faire. Et la discipline, qui est la base de la vie. Jamais une armée disciplinée n'a gagné une guerre. Et il y a des exemples dans ces livres, on parle des Chines pour la France, et les Américains au Vietnam, et toutes les armées disciplinées congolaises ont toutes les guerres. Le tout multiplié par un coefficient qui est la motivation. Vous voyez les exemples. Sans une armée non motivée, il ne va pas se battre. Elle va se battre pourquoi? Vous envoyez des troupes, un régiment, un bataillon, 1000 personnes avec $6 000, les frais de motivation, femmes, enfants, que voulez-vous que ça fasse? Et qu'il fasse un militaire qui est payé $60 par mois, il serait motivé pour aller se battre contre qui? Pour qui? La motivation reste le coefficient essentiel pour la sécurité des nations. Retenez cette équation, sécurité égale anticipation, efficacité, discipline de tout par la motivation. Puis vint la première guerre du Congo, 96-97. On en a tellement parlé que j'en passe. Et l'affaire Mayele. L'affaire Mayele est très tout grave. C'est une affaire qui a suscité beaucoup d'encre et beaucoup d'émotions. C'est quand même un chef d'état-major général d'une armée de Mobutu qui est décédé. Moi, je voulais remonter un peu en surface cette histoire. Il a peut-être été brave,
traite, mais j'ai fait plutôt une analyse pour comprendre le mobile de son assassinat, pas le mobile de sa traîtrise. Et il y a 5 pistes que j'ai évoquées suivant une méthode d'élimination. Les FAC, après la défaite des phases, une armée infiltrée, noyautée et lobotomisée par le Rwanda. Lobotomisée, docteur Osek, tu peux peut-être nous expliquer c'est quoi la lobotomie. C'est une pratique médicale. Le docteur Osek est neurochirurgien ou neurologue. C'est une pratique assez contestée durant l'époque du Troisième Reich qui consistait à couper certaines cellules du cerveau de certaines personnes pour les déconnecter du reste du corps et ça modifiait leur personnalité. Et ça permettait à l'époque où il n'y avait pas de chimiothérapie de soigner tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous avez une personne avec une tête, mais son fonctionnement est discordant. C'est vraiment la terminologie qui convient au FAC pour la simple raison que cette armée a eu comme chef d'état-major général un Rwandais. Ce pays a été libéré en partie par les Américains. Jamais les Américains sont venus ici porter le titre de chef d'état-major général de l'armée. C'est une première. De toute façon, le Congo, c'est toujours un pays des... voilà. Première mission des Nations Unies, c'est au Congo. La plus grande mission c'est le Congo. Et une première, chef d'état-major, un Rwandais. Domaine de souveraineté, lobotomie. Le reste, je passe. FARDC. Beaucoup m'attendent là-dessus, mais je le renvoie dans les livres, mon ouvrage. Une armée hétéroclite, parce que des rébellions, on les met ensemble, former une armée, suite aux accords de Pretoria. Et là, je raconte même une histoire de la personne dont j'ai parlé, qui était civil il y a 8 ans. Il devient diplômé de l'école des guerres françaises, mais pas n'importe quelle école. 8 ans, il était encore civil. Il n'a jamais connu de module classique de formation d'officier. Être BEM, c'est dans le niveau militaire, c'est être diplômé de 3e cycle. C'est correspond au niveau de doctorat. Donc quelqu'un qui n'a pas fait son cursus secondaire, universitaire, qui se retrouve par magie, ça peut arriver pour les autodidactes, mais il y en a tellement nombreux au Congo, les BEM, brevet d'état-major général. L'échec du passage, ça dépend de quel angle. Moi, je dis que c'est quand même un échec. Quand je lis les rapports des différentes missions, notamment de l'ESSEC, ils le disent, il y a eu des ratés, responsabilité partagée. Aujourd'hui, on est passé de la logique des brigades vers les régiments. Les brigades, c'était l'idée au départ qui a été définie dans le cadre de la réforme de sécurité pour réformer l'armée. Et du jour au lendemain, le gouvernement dit, voilà, il y a trop de ratés, pas d'évaluation, on passe au régiment. Mais quand vous constatez dans ces régiments, il n'y a qu'une partie de l'armée qui est passée sous ces régiments, c'est la partie qui concernait le CNDP. Et c'est ce qui a fait que cette partie, on s'est retrouvé avec des unités monoethniques. Soit lophonisation et tribalisation. Donc, les mêmes tas, les phases qui reviennent aujourd'hui. Militarisation des mines à l'Est, là je laisse au professeur Kuhn Vlassenhout de nous apporter plus d'éclairage. Et les viols qui deviennent l'arme sexuelle. On a essayé d'avoir le docteur Mukwege ici, malheureusement il n'a pas pu répondre à l'invitation. La dernière victime de ce qui se passe à l'Est, quelqu'un qui sauve les femmes congolaises, l'armée est incapable de le sécuriser. Ça fait mal, ça fait très mal. Échec du passage et des réformes, mixage et intégration, leadership militaire et volonté et vision politique, ça revient souvent. Tous les rapports que j'ai lus, manque de leadership, absence de volonté politique. Tous les rapports. Alors là, tous les rapports. Un point sur l'évaluation de la réforme de la sécurité par le SEC. Le SEC, c'est la mission de l'Union européenne qui accompagne le processus de la réforme de la sécurité. Il y a des éléments sur les rapports de la Belgique
aussi les certaines ONG et d'autres experts qui évoluent dans ces domaines. Vous allez retrouver ces éléments dans cet ouvrage. La problématique de l'embargo sur les armes. Vous avez entendu le 28 juillet une déclaration: si les FARDC perdent à Goma, c'est parce qu'ils sont sous embargo. 5 jours après, j'ai publié un article démontrant comment peuvent l'appui sur base même d'un travail qui a été fait par Georges Berguezon, je ne sais pas s'il est ici, voilà, sur l'insécurité, la perception de l'insécurité, je vois le titre, avec Xavier. Ça m'a servi de base, plus d'autres, pour démontrer que le Congo n'est pas sous embargo. Malheureusement, un Congolais qui écrit, personne ne le dit, c'était le 3 août, le 28 novembre, le porte-parole de la MONUSCO dit la même chose, c'est le buzz chez les Congolais, Kabila a menti. Mais quand je l'ai dit, personne n'a voulu me croire. C'est ça le Congo. D'un côté, on sait plus, on est balkanisé, mais quand un Congolais apporte un éclairage, silence radio, mais quand d'autres personnes, on applaudit, il faut savoir ce que nous voulons. Et puis la deuxième partie concerne, la deuxième partie concerne tout un aspect théorique, parce que, comme je le disais, les gens vont aider l'armée au Congo, les gens vont apporter de l'aide, mais la plupart ne connaissent pas comment fonctionne une armée. Sur quoi peut-on bâtir une armée? Peut-on aller aider quelqu'un sans connaître son mode de fonctionnement? Je ne sais pas s'il y a des médecins ici. On ne peut pas traiter quelqu'un si on ne connaît pas sur quelle base son corps fonctionne. Et là, vous verrez toute une série qui concerne la théorie sur la stratégie, la différence entre la stratégie et la diplomatie, et j'en passe. Et à un moment, j'ai essayé de modéliser la relation qu'il y a entre l'État congolais, le peuple congolais et la communauté internationale. Et je l'ai modélisé en faisant recours à une théorie ou un principe ou un modèle tiré de la psychologie transitionnelle, modélisé par Stephen Karpman en 1968, triangle dramatique de Karpman. Dans ce triangle, vous avez la victime, c'est le peuple congolais, le persécuteur c'est l'État congolais, et le sauveteur, c'est la communauté internationale. La victime, peuple, il dit voilà, je suis victime, j'ai fait de mon mieux, j'ai été voté, mais on n'a pas tenu compte de mon élection, j'ai marché, ça ne va pas, de toute façon, si je vais protester, ça ne changera pas, j'ai la conscience tranquille. Voilà, je suis bien irréprochable, c'est la faute aux autres. Et dans cette victime, j'ai isolé deux types de victimes. Une victime rebelle et une victime soumise. La victime soumise, généralement, en grande partie, c'est le peuple congolais qui reste au Congo, voilà, et qui accepte les choses. Et la victime rebelle, c'est la diaspora. Il y a eu des irrégularités, on casse, on fait ceci, cela, mais quand il faut passer à l'acte, poser des actes concrets, rien. La situation reste ça du coup. Persécuteur, c'est l'État. Le pouvoir, oui. De toute façon, tu ne peux qu'être victime. Si tu es là, c'est grâce à moi, c'est moi qui t'ai libéré. Sans moi, tu ne serais jamais libéré. Sans moi, tu n'aurais jamais connu la démocratie. Donc c'est grâce à moi que tu me dois tout. Donc si je peux tuer chez on est quand même en démocratie, là je sais pas fonctionner. Tout ça, c'est le pouvoir qui croit qu'il est irréprochable. Et dans ce triangle, vous verrez que les persécuteurs et les sauveteurs sont dans une position que je dis haute. Et la victime basse. Puis va le sauveteur, la communauté internationale, le bon samaritain. Alors, je vois que là, tu as besoin d'un programme de redressement économique. Il faut un programme conjecturel, réforme des services de sécurité, sans demander l'avis même de la victime. On vient avec une batterie de thérapie palliative, au bout de compte, la maladie est là. Et c'est ça que je voulais montrer dans cette interaction entre, et qui, ça touche, la situation actuelle même de la sécurité au Congo peut être résumée dans ce triangle de Karpman. Le chapitre 12, je tends vers la fin, c'est le général Kobo qui
a fait un chapitre 12, mais pour le pistes et solutions, parce que je n'ai pas fait que la radioscopie, mais j'ai proposé, comme l'a dit Eskelford, certaines pistes sur base d'analyse personnelle ou d'amis. Je partage les idées, les réflexions avec un groupe d'amis ici, dont l'aîné qui est là, Tita Léopold, major d'aviation. Je raconte son histoire aussi. Il y a Paulin Kabou, il y a un groupe d'amis qui sont là dans le cadre du bureau d'études stratégiques. Nous avons proposé beaucoup de choses, et quand vous allez même lire la loi sur la loi organique des FRDC, on subdivise le Congo en 3 zones. Cette idée vient du BS. Malheureusement, on donne aux gens qui les mettent dans leur tiroir. C'est peut-être la volonté politique qui fait qu'ils ne puissent pas l'utiliser. Et ces actions, c'est... Voilà. Action des politiques générales, ça dit ce que ça veut dire. C'est 20 points que je propose. Et je peux répondre quelques-uns. Les états généraux de l'armée et des experts, c'est très important. C'est très important. On ne peut pas aujourd'hui décréter que l'armée c'est une priorité sans faire l'état des lieux, ASIS, pour savoir ce qu'on fait pour les taudis. Il est nécessaire aujourd'hui, important, d'accroître l'autorité hiérarchique et l'autonomie opérationnelle et tactique du chef d'état-major général des forces armées. Les militaires qui sont là comprennent ce que je veux dire. Aujourd'hui, vous cherchez où est Didier Etumba, absent, c'est d'autres personnes qui parlent. Mais je reviens énormément sur la notion de la place de chef d'état-major général dans une armée, que je compare comme une équipe de football, évidemment. Le président de l'équipe, c'est le président d'un État. Le ministre, c'est le directeur technique qui donne les grandes orientations. Et l'entraîneur, c'est le chef d'état-major général. Mais aujourd'hui, où est l'entraîneur de cette équipe? Moi, je le cherche. Je ne le trouve pas. On réduire le nombre de régions militaires, c'est important parce que ça ne sert à rien de découper les territoires sur base, en suivant les modèles administratifs. Ça ne sert à rien. Et créer un observatoire national des conflits. Malheureusement, il y a Cône qui parle. Je propose qu'on crée un observatoire national des conflits au Congo. Une sorte de think tank au service du gouvernement, de la diplomatie, de l'armée, pour analyser et donner des éléments de politique générale au gouvernement et créer un service général d'appui militaire au sein de l'état-major général, parce qu'aujourd'hui vous avez l'état-major général avec les trois forces. Et il n'y a jamais une unité qui permet de faire la cohésion entre ces 3 différentes forces. Et au point que, quand on va en guerre, ces unités ne savent même pas communiquer entre elles. Chacun pense, si je suis ici, c'est pour me faire de l'argent, ou j'achète des choses sans tenir compte de ce que l'autre a. Quand on vous met dans une opération, on vous base, on vous met ensemble, et vous arrivez dans une situation où vous n'arrivez même pas à vous communiquer. Mais bon, heureusement pour eux, ils n'ont pas un système sophistiqué, ils utilisent le modèle décrypté du réseau du téléphone national pour se communiquer pendant la guerre, et l'ennemi a toutes les informations. Et surtout, impliquer le Parlement dans les nominations et le contrôle actif de l'armée. C'est très important. 3 phases: action urgente à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, c'est constitution d'unités spéciales de réaction rapide. Actuellement, la Belgique est engagée. Elle a formé 321e bataillon, 322e bataillon et un projet de 323e bataillon. Des jeunes gens bien formés, malheureusement, dans un environnement qui fait que la guerre qui sévit a mis beaucoup sur la touche. On m'a dit que beaucoup de jeunes de la 322e bataillon sont portés disparus. C'est un gâchis. Avant de passer à la stabilisation, là, je pense qu'il faudrait commencer par la pacification et la sécurisation. On ne peut pas stabiliser aussi longtemps qu'il n'y a pas la pacification ni la sécurisation. Et surtout, une volonté politique intérieure et un soutien ferme de la communauté internationale. Tous les rapports viennent là-dessus. Moyen terme, il faut avoir une vision.
nouvelle des forces armées. Cette vision, une armée intégrée, proposition du BS également. Moi je dis que intégré autour de l'armée de terre, M. Bourdou qui fut le promoteur, il est là, M. Bourdou, la fonction de là-bas sur la fonction de police. À l'époque, on avait 3 polices qui étaient dans une situation de ce qu'on appelait la guerre des polices. M. Valenciennes, vous comprenez la période. Et à ce moment, on a créé une police intégrée autour de la gendarmerie. Et mon mémoire était d'ailleurs dirigé en ce sens. N'est-ce pas, Hans? Autour de la gendarmerie. Je le dis, mais on ne l'a pas dit ouvertement. Mais c'est vrai que par après, j'ai compris que c'est la vision aussi, c'est l'anticipation. Parce que la gendarmerie était cette qualité, elle a voulu avaler le reste, plus ou moins. On ne va pas rentrer dans ce débat. Idée des unités intégrées dans 3 zones, que 3 corps d'armée. J'explique tout cela. Et choix des troupes d'infanterie motorisées dans un premier temps, au lieu de chercher d'avoir des troupes blindées. J'explique parce que entretenir les blindés, ce n'est pas évident. Ce n'est pas la technologie qui va faire de nous une armée forte, mais c'est surtout investir sur l'humain. Sur l'humain. Et tout passe par là. Investissons sur l'humain, et c'est cet humain-là qui va utiliser la technologie. Et je donne un exemple de tout le transfert des technologies qu'on a proposé en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes même dans une situation de sous-infrastructure par rapport à 1960, parce que l'humain n'a pas suivi. Donc, recentrons tout sur l'humain. Et grosso modo, je propose ce qu'on appelle le concept de forward defense, c'est-à-dire défense en avant et au-delà des frontières. Aujourd'hui, le Congo est incapable de défendre ses frontières. Il est temps de faire de l'armée congolaise une armée qui va intercepter les menaces en amont, au-delà des frontières. Sous Mobutu, on l'a fait. C'est de l'ordre humainement possible. Former une armée capable d'être déployée et de se faire respecter. Le général Yuna Chamanga, décédé, a dit une bonne armée est une armée casernée, nourrie, habillée, soignée, régulièrement payée, bien équipée et surtout régulièrement entraînée. Tout cela implique, ça coûte cher, même très cher. L'armée, c'est comme une assurance. Ça nous fait mal de sortir l'argent pour payer nos assurances, mais le jour où on a un couac, ça fait du bien de savoir que l'assurance va être payée. Et c'est ça que l'image, c'est cette image que je voulais que vous gardiez de l'armée. Et je propose, pour les moyens des forces armées, de mettre sur pied un plan national de sécurité intégrale. Vous allez trouver les détails là-dessus. Et un mécanisme de prélèvement des taxes additionnelles en vue de la contribution aux efforts de paix. Je ne sais pas s'il y a un représentant de l'EPIS ici. Je suis très content que vous soyez là parce que vous faites un travail formidable en cartographie. L'EPIS, International Peace Information Service, c'est ça, établit des cartographies qui montrent la corrélation entre les zones de guerre et l'exploitation minière. C'est bien ça, je pense. Et ils ne disent pas que c'est ça qui cause les guerres. Il y a quand même un rapport fort entre l'exploitation, les multinationales qui viennent exploiter les minéraux au Congo et l'instabilité politique. Et moi, dans ma proposition, je demande d'inverser les choses. Au lieu de contribuer à l'effort de guerre, mais pourquoi ne pas demander à ces firmes de contribuer à l'effort de paix en mettant en place des taxes additionnelles? C'est une piste de proposition. Les experts sont là, ils peuvent peut-être approfondir ce point de vue. Ce point de vue a été partagé aussi par un ami, Jérôme Kekawe. On a des choses qui ont été élaborées en détail par rapport à ça. Conclusion, force publique, une armée d'occupation. ANC, une armée de pacification du fait des rébellions. Phase, par moment, une armée de dissuasion et d'intervention avant sa perversion, sa décapitation par Mobutu. FAC et FARDC, des armées de milices. Tu m'accordes 5 minutes parce que quand j'ai préparé cette présentation, j'ai reçu un courrier d'un garçon que j'ai connu à 20 ans, c'est perdu de vue. Il a voulu me solliciter pour l'aider. Il m'a sollicité pour voir dans quelle mesure je pouvais l'aider
à connaître certaines vérités par rapport à une situation de vie plutôt qu'il a vécue. J'appelle Eric Kalonda, qui vient 5 minutes. Il a refusé de... Mais je suis allé le voir il y a 2 jours, je l'ai motivé. Il a un témoignage à faire. Ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu, c'est la même chose qui continue. Et chacun pourra peut-être tirer la leçon par rapport à Eric. Voilà, je suis à tes côtés. Courage.